Alors, leaking file content with a blind file oracle. Moi, quand j'entends blind file oracle, je pense maintenant toujours, enfin depuis un certain temps déjà, au PHP filters, dont la technique existe depuis longtemps en CTF, qui a été toolé par, il me semble, Remsio à Synactive. Encore thanks pour le tool, parce qu'on a beau savoir que ça existe, faut le sortir, le exploit. Et du coup, via les wrappers, on peut lire des fichiers. Là, c'est du PHP, et on va regarder, est-ce que c'est ce exploit qu'ils font? Convert base64 de machin, des choses, des chunks. Oui, clairement, c'est ce qu'ils font. Ou en tout cas, relativement la même chose. Dans PHP filter de iconv de machin. CTRL F, syn. Voilà. Blog post vitrun by Synactive. Maintenant, il faut plus poser de questions. Quand ça fait des file read en blind, c'est ça. C'est Synactive. C'est ceux qui ont toolé, mais c'est la méthode des 1001 conversions, quoi. Mais c'est sympa, mais il me semble qu'il y avait un pass assez sympa pour le reach aussi. File home full secret. Ouais, non, juste ils arrivent à reach un file get content sans validation. Donc derrière, soit tu SSRF si tu as le droit au HTTP, soit tu fais une lecture de fichier, mais si tu vas pas à l'output, bah tu le fais en blind. Bon, après, il y a pas mal d'autres schemes sympas, genre Dict, genre Gopherwood pour faire de la SSRF, mais... Le team était dans un file get content, et du coup, je vais changer l'ordre des articles. Où c'était? Je me suis perdu. Je pense que c'était dans celle-là, ouais. Alors, petit article de Symfony qui est sympa, et Rémi Matas, je me demande à tout moment, c'est lui, Remsio. Je suis toujours en panique entre prénom, pseudo. C'est la perdition. Ouais, si, je pense. Toujours est-il, cet article qui donne un espèce de vraiment tutoriel pas à pas de comment trouver des gadget chains sur PHP. Autrement dit, vous avez un unserialize et vous voulez essayer de le transformer en RCE. Pourquoi, comment, quelle est la strat? Et donc, il a pris exemple de Doctrine, qui est donc un ORM, pour Symfony, qui est donc un framework PHP. ORM, Object Relational Manager, I guess. Pouvoir faire du code qui lui fera des requêtes SQL ou équivalent, mais ne pas les faire à la main parce qu'on sait que ça se passe pas bien. Donc juste là, c'est dire j'ai un objet de nom Toto avec des caractères chelous dedans si on veut, mais derrière, c'est l'ORM qui va préparer la requête, la paramétrer et l'envoyer. Donc on commence par les classiques. Si on regarde un peu l'implémentation de unserialize de PHP, on voit qu'il fait beaucoup jouer avec les underscore wake up unserialize destruct toString dans certains cas particuliers, et suivant d'autres cas, encore d'autres, mais c'est vraiment cas particulier, quoi. Call et j'en passe. Suite à ça, il explique du coup un peu qu'est-ce qui est nécessaire, donc le fait de trigger certaines méthodes en premier, donc les premiers calls, unserialize, destruct, wake up, et derrière comment chaîner d'une classe à l'autre. Et il y a deux trucs sympathiques dans cet article. Donc déjà, il est ultra pédagogue, ce qui est génial. Dans la manière de montrer la recherche de gadgets, l'enchaînement de fonctions, etc. Mais il y a deux choses qui m'ont amusé, c'est strong... Ça. Non, pas ça, mais celui d'après. Strong... Voilà, getting rect by PHP strong typing. PHP est-il typé fortement? Je ne pense pas. Non. En revanche, il est tombé sur l'un des rares modules où les gens se sont cassés le crâne à vraiment rajouter du typing pour que ça enforce certaines choses. Et il s'est fait tirer dans les pattes par... là, franchement, je sais pas quel pourcentage des modules font du typing, mais c'est un peu comme le typing Python. Certaines personnes en font, c'est des gens très bien. Bravo. Je les respecte, mais pas moi. Si j'ai le choix, non bah si, j'en fais un peu, tu vois, mais si j'ai le choix, soit je prends un langage fortement typé, soit je prototype un truc et je m'en fous du typing. Sinon, c'est un peu essayer de fixer un truc qui by design n'a pas été fait pour, mais bon, des fois t'as pas le choix. Donc voilà, on a ça qui lui a embêté. Et l'autre truc qui m'a amusé, c'est que donc il explique que sa strat, on va prendre le schéma de fin. Si ça me permet de... Voilà, sa strat c'est la suivante, c'est d'avoir un entry point ou d'exploitation qui est l'unserialize, pour, dans le premier cas, arriver à trigger un file write, et dans le deuxième cas, arriver à trigger une file inclusion. Donc là, on parle pas de file read, mais vraiment de file inclusion. Donc le fait de pouvoir inclure du code. Et donc, il explique un peu toute la complexité de la chose.
Et du coup, je sais pas s'il a essayé, mais moi là, je vois un autre exploit pass qui m'intéresse. Donc déjà, le fait qu'on ait du include et qu'il y ait un proc file system fait qu'on peut peut-être essayer d'include point point slash point point slash point point slash proc self environ ou je sais pas quoi, n'importe quoi, ou même les DFD. Et si on envoie notre requête genre en get ou en post, PHP, son comportement, c'est qu'il va l'écrire dans TMP temporairement ou des fois en mémoire, mais en tout cas, proc self FD aura un file descriptor, donc un pointeur ouvert sur le fichier en question. Donc normalement, avec le file include et proc self FD en brute forçant de 1 jusqu'à au moins 300, il y a des chances qu'il y en ait un qui contienne un peu de ton contenu. Donc si tu mets un user agent qui contient du code PHP que tu arrives à récupérer dans ton proc self FD brute forcé, normalement, ton arbitrary file inclusion suffit. Il a un file write, cool. L'article, j'ai survolé la fin, j'étais un peu rush en temps. Je sais pas s'il a essayé de directement aller write un web shell, parce que ça peut en vrai. Peut-être que c'était protégé, peut-être qu'il contrôle pas le pass totalement. Mais l'autre truc qui me régale, c'est qu'il y a un file put contents dedans. Sauf que si on reprend l'article, alors chop, si native file read blind PHP, El Famoso, allez, déjà je mets un E alors qu'il n'y en a pas, file read, et oui, c'est terrible. Voilà, PHP filter chain, let's go, et donc, voilà, Rinimatas, donc clairement c'est bien le même à chaque fois, donc El Famoso, mais ce que je trouve donc sympa, c'est que file put, il y a moyen, via un file put content, si tu contrôles le premier argument, de quand même trigger la chain. Parce qu'en fait, quand tu vas essayer de l'ouvrir, ça va se trigger derrière. Donc, ça veut dire qu'il y aurait moyen, via son file write, d'en fait faire un file read. Donc de lire soit l'env, soit les secrets de conf de Symfony. Donc de choper le secret, donc de générer un fragment, donc d'avoir une RCE via unserialize. Tiens, il était justement en train de chercher un gadget. Donc en fait, je me demandais pourquoi il n'avait pas fait ça. C'est parce que juste, ça ne sert à rien du coup. Ça ne sert à rien. Il a déjà un unserialize, c'est son postulat de départ. Mais bon, en tout cas, marrant de pouvoir commencer vraiment en PHP. C'est tellement gruyère que tu peux te mettre à aller dans tous les sens. Yonzak, ça me fait plaisir de te voir. T'es en vacances, frère. Oui. T'es en vacances loin. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelle heure il est là-bas? Il est 22h. Normalement, c'est plus 6h, donc c'est-à-dire qu'il est genre 4h du matin. Tu viens de liquer son fuseau horaire. Bravo. Bon, ça va, j'ai fait une tranche de planète, hein. On sait pas s'il est en Sibérie ou en Australie. Moi je suis choqué pour l'obsèque. Et donc un autre truc dont il parlait, c'est quand même le... What? 5h, je me suis trompé en plus. 5h, j'espère que c'est de l'après-midi, sinon ça pique. Non. Écoute, il me semblait qu'il parlait d'un isDirectory. Il me semblait que dans son exploit, il parlait de l'exploitation qui est impossible à un endroit, en particulier à cause du isdir. Mais quand je grèpe sur la page isdir, ça ne veut pas. Donc, nocé. Anyway, cet article est nice et vraiment ça permet de décomposer quelque chose qui est pas simple à faire. J'en ai déjà eu en chercher quelques fois des pop chains et c'est vraiment, vu l'aspect spaghetti du code PHP, un exercice qui est pas simple en fait. Donc lisez-le, essayez de le refaire pour les plus motivés ou en tout cas sur une chaîne un peu plus simple et HF. Et comme il dit, that being said, the methodology used in this article is really time consuming and could be greatly optimized avec du Xdebug. Ah oui, Xdebug, c'est incroyable. Faut utiliser les outils des devs. Et c'est les meilleurs pour savoir quel outil utiliser. J'enchaîne avec les deux inactifs et je te laisse reprendre le libre pour tes articles. Alors, le KNP Labs de KNP Snappy. Et c'était trouvé donc par eux, certes, mais MDR. C'est la soirée Rémi. C'est la soirée Rémi. Bonjour. Donc on parle de WKHTML to PDF qui est intégré via la lib en question et il a trouvé un bypass, genre le genre de bypass qui fait plaisir, le genre de bypass pas compliqué. Il y a phare, ça a été bloqué, c'est pas grave parce que ça cherche phare. Du coup tu mets phare, voilà. Très beau jeu. J'espère que la prochaine ce sera comme un mix de lowercase uppercase.
Sinon, Ouais. je vais être scandalisé. Ils vont enlever les majuscules et après bah, tu feras P majuscule, HAR. Ouais, mais il y a des tricks, genre en gros, peut-être qu'il... Enfin, faut qu'on voit, mais je suis sûr qu'il y a des tricks où tu mets du... Je sais plus, en gros, sur les browsers, souvent si tu mets http ou http ou http ou autre, tu peux te débrouiller pour un scheme http fasse du fallback sur file. Et pareil, si tu fais file mais avec un pattern particulier, tu peux te débrouiller pour faire en sorte qu'il fasse du webdav, donc du http. Donc en gros, ouais, le patch Kylian, exact. Hop Et là, évidemment, l'obsèque. évidemment. Mais du coup, voilà, le patch est sympa, ça c'est sympa. Ça me rappelle un petit pentest 3-4 ans, 3-4 ans de ça. Tu RCE avec un panel d'admin. Il bloque / le panel d'admin. Tu mets / le panel d'admin. Il bloque / le panel d'admin. Et il y a eu 3, 4, 5 slash avant qu'il commence par bloquer / étoile. Parce qu'au début, il bloquait un / de plus. Donc vraiment, j'aurais pu rajouter... ça a quand même fait 5 RCE, quoi. Évidemment, faut bloquer les slash. Et là où c'était incroyable, c'est que quand ils ont commencé à bloquer les / étoiles, bah tu mettais / point virgule slash, puis / point point virgule slash, puis / point point. Toutes les variantes. Genre juste, ils faisaient pas de normalisation de passe en amont. Ils faisaient pas de refus pour des mauvais caractères. Ils essayaient vraiment de nettoyer l'URL. On ne nettoie pas une URL. Si elle est pas bonne du premier try, on la jette. C'est fait pour. Eh, regarde, rédigé par Rémi, pas du tout. Ah non. Antoine Giskel, Jiquel, je dirais. Jiquel, je pense. Antoine Jiquel. Dans Pentest, make sense. En gros, c'est pas tant cet article que je présentais, mais l'initiative que Synactive a pris de faire une grosse cheat sheet méthodologique de pentest par framework. C'est très sympa, il y a des frameworks sur lesquels on retombe très souvent quand on fait du pentest, que ce soit de la presta, que ce soit chez un client final ou autre. Et donc, dans leur série, là, c'est du Magento 1, et ils donnent la structure, où est le code custom, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier, quelle est la méthode, quels sont les tools classiques. Je sais pas s'ils parlent de comment faire un lab, parce que c'est chiant. Ils parlent même du préfixe d'URL d'admin un peu randomisé, de choses comme ça. Donc, c'est trop cool que des gens qui se soient déjà bouffés la compréhension du framework et sur un paquet d'audits trouve la motive de l'expliquer pour que d'autres gens puissent en faire et qu'on puisse partir de là pour continuer à avancer. C'est plus tout le monde fait les mêmes choses en boucle, donc c'est nice. Et de mémoire, comment on peut faire? Parce qu'ils ont fait la partie Magento, mais ils en avaient fait un autre. Comment ils font? Security Audit. Tellement pas, raté. Ils n'ont pas dit qu'ils feraient une série? Il me semble qu'ils en avaient fait un pour un autre. This article series will help you to bootstrap your research pour CVE Magento. Non, bah dommage. Hein. Je sais pas pourquoi. Je pense vraiment qu'ils disent quelque part qu'ils vont en faire une série pour présenter plusieurs frameworks. En tout cas, le tweet qui présentait cet article le disait. Anyway, Synactive, looking forward la suite, parce que c'est cool. C'est très sympa à lire. Faites-en plus. C'est ça. Vas-y, je te repasse la main. Reward 3K6, spoil. Ouais. C'était la finalité. Non, alors c'était une petite XSS. Bon, encore une fois, pas très long. Moi, j'aime bien les articles qui vont un peu droit au but. Donc, ils trouvent ça sur Trello. Et l'idée, c'est qu'il finit sur un account takeover. Bon, écoute, là, il fait, comment dire, il met tout, il arrive à trouver un endroit où il peut injecter du code dans une iframe qui n'est pas revalidée. Et donc après, si tu peux descendre. Attends, juste, il a du code JS qui est hébergé sur CloudFront et donc il trouve un élément by ID qui va append un div qui contient son input. En gros, il contrôle. C'est quoi, c'est un reflect? Parce que le A, c'est content URL. Ouais, mais il faut qu'on contrôle. Ok.
Tab content. Ah, ok, donc en effet, le paramètre content URL est reflect. Voilà, donc tu Nice. peux injecter du JS dans une iframe et derrière bah, tu mets enfin voilà, hein, il a encodé son truc. Ah oui, mais non, attends. Comment ton iframe elle parle au reste de l'image? Alors je t'avoue que je l'ai lu en début de semaine, dernière, donc c'est plus très frais. Alright, intercept, then send the repeater, event, stone cookie, use. Alors c'est plutôt un session hijacking. HTTP only flags are not there at... What? Ah oui. Define values of at example, observe cookie by the name of token, values of token. Ok. Donc il a montré qu'on peut voler certaines choses. Il a montré un session takeover, mais pas un full account. Pourtant c'est remonté en tant qu'account. Alors 2016 based dans Trello. Ok. Alors je sais plus comment il arrive à... Ouais, non, mais c'est juste ça. Donc, soit il la faisait, soit il a trouvé le paramètre, il la faisait vu qu'il y avait que c'était réinjecté derrière et basta. Hein. En vrai, c'est straightforward. C'est straightforward, c'est efficace. Ouais. C'est ça que j'ai bien aimé. C'était simple. Bon, faut le trouver. Hein. Bah, faut le trouver, oui et non. Hein. Le paramètre, c'était content URL, mec, en faisant, oui, ça tombe de ouf. Hein. Celui-là, on le trouve. Ouais. Et une fois que tu as vu qu'il était reflect, derrière tu creuses un peu pourquoi, comment... Ah non, ça tombe pas sur du FUF. Ça tombe sur du browser-based, parce que faut render le JS. Donc ça veut dire que si tu veux le faire, faut que tu le fasses avec un browser headless qui va visiter tab par tab sans que ta session explose en autant. Celui-là, pour le coup, je pense que si tu affines pas avant en faisant un peu de lecture de code, en fait, c'est chaud. Sûrement chaud. Putain, accuracy pas mal. Le mec est précis. Le mec est précis. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, un petit tool que j'ai vu. Alors moi j'aime bien le Synth. J'aime bien le GeoInt. Donc c'est la localisation d'une image. Alors si tu veux, il y a plein d'exemples. C'est des images un peu random qui sont allées piocher. Tu peux cliquer sur une image. Et là, tu peux guess, où est-ce que tu penses que c'est? Oui, d'accord, le guess, placer... Je pensais que c'était un titre. Tu peux placer le truc sur une map. Donc vas-y, choisis une image et en 3 secondes... Ah oui, non, mais attends, mais moi je suis éclaté. Attends. Mais c'est pas grave. Ah non, mais je suis éclaté. Vas-y, choisis un endroit sur Terre. Tu penses que c'est où? Ça, toi qui fera mieux que toi. Non mais mec, j'ai aucune chance. Ça c'est une gueule de New York, mais en vrai pas du tout une gueule de New York à la fois. Vas-y, mets New York. Non. Non, tant qu'à s'humilier, je préfère le faire bien, tu vois. Ça c'est des arbres qui sont dans le sud, ça je connais. Ça, j'ai même envie de dire que c'est dans le sud de la France, tu vois. Je clique quelque part? Je crois que juste tu cliques. Sur Allez, téléphone, fallait juste déplacer le truc et ça te déplaçait ton pin. Allez. Et donc là, il va te dire où se trouve l'image réellement, à partir des données EXIF, et aussi parce que c'est lui qui a choisi l'image. Et après, tu vas pouvoir zoomer pour voir où est-ce qu'il a guess et où est-ce que c'était réellement. Donc tu vois, il a... Phoenix et Tucson. Lui, il a guess à Phoenix et en fait, c'était à Tucson. Donc il s'est planté de 300 km, mais il a fait mieux que toi. Je peux envoyer une photo. Je peux envoyer une photo. Genre une photo où il y a des travaux dans la rue. Oui. Attendez. Et ça marchait pas mal du tout. Si ça... Bah, en vrai, à tout moment, ça lit que ma position, mais en vrai, elle est loin d'être cachée. Attendez, c'est nécessaire. Je suis à peu près sûr qu'on peut trouver ça pas trop difficilement. Je vais passer des choses. En fait, j'ai surtout envie de pas cramer l'intégralité de mon file system. Parce que, bon, moi je connais les bêtises. J'ai déjà fait. Alors, télécharger, hop, ok. Et donc, upload, j'ai compris, select photo, downloads. Let's go. Bienvenue dans ma rue. Et voilà la raison pour laquelle je suis fatigué le matin. En ce moment, guest location. Ce serait incroyable. Il tourne un peu. Moi, ça avait duré 15 secondes à peu près. Et après, au bout de 15 secondes, il a trouvé un endroit qui est vraiment pas trop loin. Ah ouais. Ouais. Putain, j'ai espoir. Mais en vrai, c'est un exemple représentatif de une personne. Donc voilà. Voilà. Ok. Je peux regarder où est-ce qu'il pense que c'est. Le marqueur, on s'en fout. Ouf.
Ouf. Attends, Saint-Prieuc. Écoute, j'ai un peu de marge, mais c'est quand même salement proche. Hein. Ouais. J'ai quelques kilomètres de marge, mais en effet, c'est Lyon. C'est Lyon quelque part par là, j'en dirai pas plus, mais c'est salement proche. Putain, c'est... J'aime bien. J'ai peur, mais j'aime bien. Ouais, d'un côté ça fait peur, et d'un autre côté je me suis dit, ouais, il marche bien en fait. Bah, tu vois, je pensais à un système comme ça. Est-ce que ça te parle Overpass Turbo? Oui. Ok, cool. Le système, en gros, tu fais des queries comme si c'était du GraphQL. Sélectionne-moi tous les points tels que proche d'une rivière, tels que pas proche d'une colline, tels que proche d'une haute tension avec seulement 2 voies. Bref, tu fais un truc d'IA qui prend ton image, qui extrait toutes les features, tous les objets, tous les trucs. Derrière, tu fais un peu de tolérance dans ton graphe. Ensuite, tu couples ça à quelque chose qui va générer la query. Donc, je rends un truc d'IA qui a été overfit pour les queries. Enfin, qui a été train pour les queries. McDostone, je n'ai aucune idée de si c'est de l'IA derrière. Reconnaissance optique, c'est sûr. J'ai vraiment juste testé le truc. Donc ça se trouve c'est de l'IA derrière. Tiba, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a... German Research Foundation. J'ai vu Deep Learning, donc j'imagine. Alors, your performance compared to our deep learning approach and simplification is for ouais, c'est lourd, hein. Ça marche super bien, même des photos, il n'y a pas énormément de détails. Alors là, il y en avait quelques-uns sur la photo. Il y a un nom de rue qui est visible sur une des petites plaques. Et exact, il y a mais aussi... pixelisé, salement pixelisé en vrai. Seulement pixelisé, mais avec de l'OCR, j'ai réussi à le sortir. Il y a aussi le nom de la résidence qui se trouve en face. T'avais creusé? Qui est seulement pixelisé. T'as essayé de le trouver? Bah, tu m'as dit de chercher quand est-ce que les travaux étaient finis. Alors j'ai pas réussi à trouver, mais voilà. J'ai un petit peu creusé. Ok. Bah franchement, très très beau tool. Ouais, franchement, il marche super bien. Bon après, là c'est la bêta et quand ça marchera bien, ils diront allez, maintenant hein, on le ferme. On le connaît. Voilà. Soit on ferme le tool parce qu'il est utilisé par des gens. Ce sera pas fermé, ça va juste devenir un SaaS. Ou voilà, ou alors ils vont demander un peu de sous. Alors celui-là, je l'ai lu dans le bus tout à l'heure. Donc c'est encore un peu frais. C'est à moitié un rent, à moitié un mec qui brasse de l'air un peu. Je pense que je vais aimer ce qu'il va dire. Enfin, je sais pas, je l'ai pas lu, mais. Ouais, il brasse un peu de l'air, il pose des questions. Je sais pas. Bon, voilà. En gros, le titre d'article, c'est le coût émotionnel du red teaming. Le red teaming, bon, ça consiste assez simplement à se faire passer pour un hacker en étant discret, etc. Et donc, il part d'une recherche ou d'un article qui dit que globalement, 70% des gens sont un petit peu stressés au boulot par par le risque de cybermalveillance, et que si en plus tu ajoutes à ça des gens qui viennent dans ton entreprise pour essayer de poon l'entreprise, et qu'en plus ils doivent penser à ça sur leur temps de travail, émotionnellement c'est lourd et c'est compliqué. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est un peu tout ce qu'il dit dans l'article, sans forcément proposer concrètement une solution. Alors peut-être parce qu'il n'y en a pas tout simplement, mais alors il propose un truc, hein, mais c'est pas une... L'impact va beaucoup plus loin que le niveau de stress individuel. La tension et pression constante créent des failles dans la dynamique des équipes. Depuis que le Red Team note les gens et ce côté défense sur leur capacité à répondre aux attaques, les résultats sont souvent des accusations, et qui du coup font plus perdre du temps, de l'énergie et de la confiance plutôt entre les différentes équipes plutôt qu'autre chose. C'est vrai. En vrai. Non, ça soulève des vrais trucs. Après, je pense que c'est pas un article d'une page et demie qui peut en parler de manière pertinente.
c'est mon avis. Ouais, très Par Team contre, Gamer, il y a Phoenix, voilà, il y a ok. l'alternative aux Je- exercices un peu wargaming qui est peut-être un peu plus adapté, qui peut répondre à ces questions. Après voilà, il en parle en 2 lignes quoi. Yes. Je me suis méfié d'un truc, tu vois, c'est le premier article qui dit ah Red Team c'est dangereux, faites plutôt des wargames. Le deuxième qui est sur leur site qui dit ah les wargames c'est génial. Si à la 3e page ils disent by the way on vend des On vend des wargames, wargames. Adversis. Oui, c'est ce qu'ils font. Ah ouais. Ouais, je suis à peu près sûr que c'est ce qu'ils font. Parce que le mec, j'ai regardé un petit peu son profil, j'ai regardé les autres articles qu'il fait, et il parle que de Red Team et de Wargame. Legit. En vrai, je vais dans son sens parce que j'ai déjà donné aussi des exos de réponse à incidents, des choses comme ça. C'est sympa, ça forme les gens. Souvent, ils se prêtent au jeu, donc ça fait moitié team building, moitié formation, et les gens apprennent tellement mieux quand ils s'amusent un peu. Et surtout quand il y a un apéro à la fin, hein, c'est là où ils sont contents de dire ah ça j'ai trop raté, ça j'ai trop bien fait, trop cool. Par contre, clairement, si vous faites du red team, ou enfin moi j'ai que ce soit du pentest ou du red team, parce que pareil on blâme un dev, on blâme le code, mais la direction aime bien blâmer un dev ou blâmer quelqu'un, à moins que vraiment la personne ait fait tout ce qu'elle peut pour perdre un truc dégueulasse ou ait pris des raccourcis en sachant pertinemment que c'était nul. Faut pas attaquer les gens. Tout le monde essaye à son petit niveau, à sa propre vitesse d'avancer, de coder des trucs décents, ce qui est déjà dur. Faire marcher un système, c'est déjà complexe. Arriver à faire un truc sécurisé, ça l'est plus. Donc ceux qui sont là pour mettre le blâme, c'est chiant. Ceux qui font du red team et qui vont, comme des sauvages, aller voler l'ordi de quelqu'un, ou enfin, des fois c'est nécessaire, tu vois. Des fois, aller prendre des méthodes vraiment intrusives, c'est nécessaire. Mais et pensez à la méthode, enfin pensez quand même à la petite personne qui a rien demandé, qui passe la pire journée de sa vie, le pire lundi de sa vie, de ah putain je me suis fait voler quelque chose et je me suis volé mon PC, ah non il est là, super il est là, elle le réouvre et puis d'un coup c'est des gros écrans avec des trucs horribles qui... Pensez aux gens, soyez gentils, soyez humains. Faites vos red team, mais un phishing, forcément ça va faire râler parce qu'on va piéger les gens. Un phishing avec une petite page gentille de vous êtes fait avoir, mais désolé, c'est pour la prochaine fois. Enfin, je sais pas, juste un petit mot gentil, un petit quelque chose, que les gens se disent pas juste ah bah super, je suis trop con. Le care existe encore. Ah, dans certains coins de France en tout cas. Voilà, pour moi c'était plus ça la réponse qui était apportée. C'était plutôt comment le red teamer va appréhender la chose. Est-ce qu'il a envie de fumer tout le monde et de montrer à quel point il est trop fort dans ce qu'il fait, ou est-ce que il veut apporter de la valeur à l'entreprise qui le commissionne pour un red team quoi. Je pense que il y a beaucoup à voir avec la vision que le red teamer a de son métier et de sa valeur ajoutée. Ouais. En vrai c'est super dur comme question parce que les exercices de red team sont intéressants. Si tu veux faire un red team efficace et que t'es un méchant, bon c'est mon exemple que je prends à chaque fois, hein, mais rien ne t'empêche d'aller menacer un employé, le séquestrer et me dire donne-moi un accès, sinon je te casse, je sais pas, les doigts, les genoux, n'importe. Ça marche. Ouais, voilà, genre juste tout fonctionne. Mais on ne fait pas ça de la même manière qu'on va pas se débrouiller pour aller déployer un ransomware pour voir ce que ça donne. On fait un faux, on désamorce, on fait un petit truc de test qui n'est pas weaponized, forcément. Bref. Nice, Isis, nice. Bref, soyez un petit peu doux dans les actions que vous faites parce que clairement, former à plus... De toute façon, on ne peut pas faire un exemple Red Team réel parce que on s'interdit plein de choses. Vraiment, parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Tant qu'à pas faire un truc réel, autant faire du cas d'école et derrière faire beaucoup de formation, de parlotte. Et il faut des gens qui jouent le jeu. Si les gens se disent ouais ça me prend du temps, j'avance pas sur mes projets, je suis pas payé, super. Bon bah si la personne fait rien d'utile, peut-être faire un truc à 2 vitesses comme ça. Tu sais, tu fais de la formation, ceux qui se donnent et qui font leur possible, c'est let's go. Ceux qui font ça du genre je m'en fous, je perds mon temps. Je suis obligé d'être en formation. Non, c'est... Quoi? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Bah oui, mais bon. Je suis là pour être là, ouais. C'est de la formation des fois. Pour moi, ouais, il faudrait que faire un bucket. On met tous ceux qui ont craché sur la sécu et eux, on leur casse toujours pas les jambes, mais on prend leur laptop de force.
Bon, allez, je suis passé 3 fois sur celui-là. Petite news qui fait plaisir, ChatGPT peut désormais voir et entendre. Je sais pas trop où ça en est, point de vue Europe ou autre. En tout cas, il y a déjà GPT-4 qui permet de générer des images, qui permet via ChatWhisper de faire voice to text, parce que c'est déjà ce que je fais pour la traduction. Text to voice, ça viendra d'ici quelques temps. En tout cas, speak, c'est déjà venu en fait. Ce qu'ils sont dit... Image in ChatGPT to plus an enterprise, to next week's, iOS and Android, opt-in in your settings. Voilà, donc si vous avez... Je savais pas qu'il y avait une application. Bien sûr, là, lui, qu'il y a une application. Il va falloir qu'on teste, il va falloir qu'on joue un petit peu avec, mais concrètement, on commence à pouvoir interagir de manière vraiment plus poussée avec. Ça va être marrant. On va voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je suis déjà un gros consommateur de ce genre de produit, en tout cas. On va voir, on va voir. Mais ça devient vraiment le... Kind yet freaky companion. Littéral Emile. Oui, pas faux, pas faux. Alors, on enchaîne avec une petite faille côté ProtonMail. Alors, elle est sympa parce que ça permettait de disclose et d'accéder à des mails qui ne sont pas les siens. Blog Post Series was presented at Black Hat Asia 2023. Nice. Et concrètement, ça part. Ils disent oui, super, il y a du end-to-end encryption, donc on peut pas accéder au message, sauf si on arrive à directement faire en sorte que l'un des deux parties, donc pas l'envoyeur mais le récepteur, eh ben nous les renvoie lui-même. Et oui, évidemment. Et en gros, leur système, c'était super, il y a du DOM Purify derrière. Comment ils ont fait? Est-ce qu'ils l'ont faisait? Je pense qu'ils ont juste... Ah oui, c'était ça. C'était le système... En fait, il y a plusieurs file formats qui ont différents mode de sanitize DOM Purify. Et ils se débrouillent pour que sanitize un format. Comment dire, ils veulent sanitize du HTML. Ce HTML contient un SVG. Faire sanitize ce SVG. Faire en sorte que ce SVG contienne un tag HTML qui soit prioritaire au tag SVG, qui fait qu'on va commencer le HTML, commencer le SVG, clore le bout de tag HTML, donc complètement discard le début de SVG. Et derrière, on avait mis en commentaire dans le SVG une payload qui devient HTML. Exactement. Bon, c'est résumé vraiment grosse maille, mais j'ai trouvé ça sympa, quoi. Il y a leur système de... T'as du style qui est dans un SVG, mais qui en fait va terminer par, en fait, le changement de contexte, reclose le style, donc ne pas être un attribut de A, mais être un nouveau tag HTML. C'est vraiment une gymnastique qui est pas facile à faire quand on la teste, qui se fuse relativement bien avec une syntaxe qui va générer des cas, qui se détecte relativement bien avec un DOM parser qui va extraire le DOM d'un texte et dire un peu la structure sous-jacente pour comparer un petit peu ce qu'on a et vérifier que ce soit en adéquation avec ce qu'on voulait avoir. Et voilà, genre juste premier bypass DOM Purify et deuxième sandbox iframe. Cool. Il parle un petit peu des directives de protection. Et ils se sont juste débrouillés, c'était quoi le système? Une iframe qui ouvre un tab et en lui envoyant un message, il débrouille pour faire en sorte que le tab du second lui réponde. Attends, c'était quoi le système qu'on le lise proprement? Alors, c'est une iframe qui est dans un sandbox, ok. Et le sandbox disait same origin. On a le droit au pop-up. On a le droit de faire des pop-up qui font quitter la sandbox. Ok. Puis, donc, la première propriété, allo aux pages embarquées d'insérer du HTML dans l'iframe. Mais ça permet le retour. Donc en fait, allo same origin fait qu'il y a une iframe, certes, elle est sandboxée, certes, les deux sont sur le même domaine, donc la deuxième est compromise, égale, on peut réinjecter du contenu dans la première qui est compromise. Dommage. Troisième défense, la CSP de la main page. Et là, on a quoi? Défaut SRC self, script SRC blob. Bon, voilà, juste ça. Script SRC blob. On a le droit de faire exécuter des scripts si c'est protocole blob. Bon, bah voilà, un blob, et on donne une ressource à aller charger. Ils veulent un blob, on donne un blob. Hein. Ah, hello, Mathieu. Bienvenue, Madeus. J'ai suggéré à un collègue d'Apply chez vous aujourd'hui. Peut-être on en parle demain. Bisous. Donc voilà, crafter un blog, il explique un peu le protocole, le système de content ID nécessaire, parce que c'est pas juste un blob. Donc il y a une espèce de
j'ai envie de dire XS Leak, parce qu'on va quand même se débrouiller pour utiliser le début de XSS, pour brute forcer des ID, pour calculer un ID de blob valide. Donc toujours est-il, il a fait une espèce de petit brute force optimisé en mode 2 ou 3 chars par 3 chars. Et ah ouais, ça c'est en vrai, elle est ouf cette attaque parce que la chaîne entière est géniale. Pour faire le brute force, il a un espèce de regex et il va juste faire 1000 requêtes. Enfin, pas 1000 d'ailleurs, c'est de l'alphanum. Ok, de 000 à FFF vu que c'est un UID. Donc on a 16 valeurs, puissance 3, donc à l'aide. 16 384. Ah, t'es 4096. Donc il a fait 4096 requêtes pour avoir... Ouais, ça me semble pas choquant. Hein. Tu vois, si on avait été en base 10, je vois ta tête. Si on était en base 10, on en aurait eu 1000. Ouais. On est en base un peu plus, on a un peu plus. Ça me choque pas tant. Du coup, 4000 et quelques requêtes. Et en faisant ça, il arrive à avoir tous les trios de chars présents. Juste en disant, est-ce que ce trio de chars est présent dans l'URL? Et avec ce système-là, eh ben, il a vu que la valeur optimale, donc en gros, il dit, tiens, j'ai un trio là, je remets les 2 caractères qui étaient identiques, et pareil avec un nouveau, bah, tiens, il va aller un peu derrière. Il fait ses chaînons un peu comme des Lego, littéralement. Hein. Il met 2 blocs qui vont bien pour accrocher le 3e. Et il a vu que le sweet spot en termes de temps d'optimisation et de conflit, il dit oui, des fois ça rate, genre une fois ou 2 sur 100, mais overall, c'est rapide. Et une fois qu'il a ça, ça va choper le blob, et oui, il fallait aussi avoir plusieurs éléments, donc pouvoir faire son brute force. Il a utilisé une directive CSS qui va faire toutes les variations d'une image, d'une position à l'autre, pour aller chercher les ressources distantes, pour faire le brute force des 4096 ressources. Cet article, je pense qu'il date un petit peu, mais genre juste du CSS matcher par triolet, du brute force optimisé, du bypass de CSP, du bypass d'iframe, un peu de, bon, pas crypto, mais en tout cas probamat pour voir comment ça marche, du XS Leak, du crafting de blob arbitraire, et ça a commencé. Ah oui, il y a un DOM, un bypass de DOM Purify. Genre juste pépite cet article. Ils sont chauffés de ouf. Et il est long, mais ô combien rentable dans sa lecture. Il est pas nouveau, mais si vous l'avez pas lu, pépite McDostone. Oui, McDostone, c'est incroyable. Anna, il s'envoie des gens, on s'arrange pour les primes de Copt. MDR, mais non. Tu feras... On se refera... Déjà, il faudrait qu'on se recapte IRL, et puis ensuite, on parlera. Mais Copt, la binouze, ça marche très bien. Alors, Android Greybox Fuzzing with FL++ et Frida offert par Quarks Lab. Alors, FL++, la ref, ou en tout cas l'une des références pour le fuzzing de binaire, qui marche bien. Rework C++ de AFL initialement fait en C. Et Frida, petite utilitaire qui permet d'aller injecter un second thread dans un process, que ce soit du Java, que ce soit du low-level C, ELF, compilé ou autre, et d'aller hooker des méthodes avec un petit bout de thread en JavaScript qui va hooker des choses, observer des endroits de mémoire, faire du control flow. En vrai, ça fait tout. Vous avez juste vous avez un parasite dans le programme que vous voulez analyser qui vous permet de faire un petit peu votre live dedans. Et là, l'idée, c'est de prendre un binaire, de le recompiler et d'utiliser Frida pour ne pas instrumenter tout le code et dire là j'ai reach tel endroit, là j'ai pas reach tel endroit, mais avoir ce second thread qui va un peu monitorer et à chaque comparaison, I guess, vérifier qu'est-ce qui a été atteint et quelle modification on pourrait en faire pour atteindre une autre branche. Donc vraiment augmenter son coverage via Frida. Est-ce que ça te permet d'éviter les binaires qui regardent s'ils se font P-trace, S-trace, etc. Alors, du fait que tu es un thread, tu vas avoir besoin à un moment qu'il y ait un fork dans ton un lancement de thread dans ton process. Si en fait, Frida, soit tu mets ton serveur Frida dans ton programme à la compilation. Donc là, en ce cas, tu t'en fous un peu, ça sera indépendant. Donc ce qui est, je pense, ce qu'ils font avec AFL++ et Frida. Soit si tu as un tel Android routé ou une machine Linux avec accès root, tu peux ptrace pour aller forcer l'injection de ton thread Frida dans ton process. Donc là, tu le ptrace. Donc s'il détecte le ptrace, il faut enlever ça en amont. Si tu recompiles, c'est OK, mais en soi, si tu recompiles, tu peux enlever les protections anti-ptrace. OK. Sûrement. Donc, suivant comment tu le fais, ça permet de le bypass.
suivant comment tu le fais, c'est complètement décorrélé de est-ce qu'il y a un anti-Pétras ou pas. Voire même, non, en fait, ce que je dis, c'est intéressant parce que si il y a de l'anti-Pétras qui est vraiment fortement linké avec le code mais que tu peux recompiler, il y aura quand même moyen d'avoir ton serveur. Genre, tu vois, si tu as un système de nanomètres qui s'auto-débug les uns les autres, qui fait que si tu commandes une partie du code, tout qui pète, bah là, tu le recommandes avec ça et tu auras ton petit thread pour inspecter le contenu à l'intérieur. Après, est-ce que ton thread a pas besoin de faire un peu de ptrace pour aller regarder la valeur de certains registres et autres? Je suis pas assez calé dans l'implémentation pour te répondre. Toujours est-il, ils font, donc là il me semble que c'est clairement pour du Android et du natif, ils font la distinction entre différentes interfaçages entre code natif, fonction, weakly ou strongly linked. Bon, ouais, c'est pas mal de détails, et ils font un système de plein de comparaisons pour voir si on arrive à atteindre un point de crash. Ça fait peur aux faiseurs parce que, à moins d'avoir les bonnes valeurs sur chacune des comparaisons, t'es mort. Donc si t'as pas quelque chose qui te dit, qui fait un peu du guided coverage, bah, si tu sais pas que t'as passé le premier if, tu vas juste brute forcer tout ton input de taille 16 d'un coup et on n'aura jamais toutes les étoiles qui s'alignent. Si on a du guided coverage, bah, ça fait qu'on va faiser le premier, se rendre compte qu'on rentre dans un if, et vu que c'est un if, il n'y a que if else, donc on a une branche, on a la deuxième branche. Super, on sait qu'il y a une branche qui s'arrête tout de suite, et la deuxième, on sait qu'on commence à la fuzz, donc on va toujours prendre ce début de corpus, vu qu'il a passé le test case. Donc ça, c'est du guided coverage guided, mais mieux que ça, tu peux te débrouiller pour avoir du guided coverage, mais avec pas de l'exécution symbolique, mais de la résolution d'équations, on va dire. Faire en sorte de voir quelle condition est nécessaire à chaque nouvelle branche, vérifier que, ah bah tiens, la condition c'est ça, je l'avais pas au prochain coup, donc pour l'avoir, il faudrait que j'ai telle valeur là. Donc faire en sorte que bon là il n'y a pas de lien entre la première et la deuxième condition, mais on pourrait faire en sorte de détricoter l'équation, donc ce que fait Anger, ce que fait Triton, ce que font pas mal d'autres, Manticore de Quarks Lab, pas sûr, je sais plus, il me semble. Pas mal d'outils, et donc l'idée c'est que avec ça, tu peux directement demander tiens, j'ai besoin d'avoir à tel endroit, telle instruction du programme, détricote-moi tout pour me dire qu'est-ce qu'il faut en input et surtout comment une condition plus tard affecte les conditions au préalable. Bref, tout ça pour dire que il faut là avoir tout qui marche et qu'en mettant leur petit truc Frida à l'intérieur, eh ben, ça fait le café. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils disent on a fait ça avec tel SDK ou NDK, avec tel Frida et telle version d'AFL sur tel distro. C'est trop cool, faites ça plus souvent parce qu'il y a tellement d'outils qui marchaient fut un temps et on essaie de les repoker et on n'a aucune idée du résultat attendu, que donner ça c'est cool. Et en vrai, idéalement, donner un petit lab, un petit Docker Compose, faites croquer, quoi, ça se fait. Ça se fait. Bon, en tout cas, déjà, le process est vraiment détaillé. Bon, en même temps, c'est Quarks Lab, hein, ils savent ce qu'ils font en low level, en IoT, en reverse. Genre vraiment. Et du coup, ils vont vraiment en détail sur combien d'exécutions on peut avoir en fonction du type de fonction qu'on hook, parce que bien sûr, le hook a un coût en termes de perf. Et ils se font des petits harnais à chaque fois. Il me semble qu'ils ont un tableau récapitulatif à la fin. Voilà. Donc concrètement, si on a des fonctions natifs, on patate. Si on a du JNI, on patate un peu moins, mais c'est OK. Et si on a des trucs vraiment instrumentés plus, bah, ça va être particulièrement lent. Mais ils OK, en l'occurrence... Android with QEMU. Ah non, je pensais. Ok, je sais pas si c'est sur du QEMU qu'ils ont fait ça, parce que de l'émulation qui permettrait d'avoir 10 000 exécutions par seconde, c'est beau. Là, je pense que c'était plutôt sur un vrai device. Mais bon, sait-on jamais. Parce que QEMU, c'est de l'émulation? C'est pas aussi des VM Et non, VM, virtualisation. QEMU, émulation. C'est pour ça que tu utilises QEMU pour faire tourner du Arch, du MIPS ou autre sur ta machine en CTF. Et c'est pour ça que mes superbes machines de formation, si je les passe, si moi j'ai des machines virtualisées, donc qui prennent une partie du bytecode et le mettent, pareil, vu de loin, d'un coup sur le processeur de la machine haute, pour avoir un gain de temps, même si c'est isolé pour avoir de la perf qui patate. Là, vu que vraiment, moi je sais pas, si je passe une machine x86 à Ionzax ou Endo, eh ben, ils vont être bien contents avec leur Mac ARM M2. Eh ben, ils vont pas pouvoir l'utiliser. Ils vont être obligés d'émuler un backend parce qu'en fait, si leur machine virtuelle prend le bytecode de ma VM, enfin prend l'assembleur et le passe directement sur leur Proco, c'est mort.
Ouais, c'est logique, ok. C'est mort. D'où l'intérêt d'avoir du QEMU avec... Par contre, t'as KVM qui est un peu fourbe parce que de mémoire, KVM se repose sur QEMU comme back-end. Mais c'est jamais qu'un front pour dire que tu fais de la virtualisation, même si derrière, ton back-end, ça peut être de la virtualisation ou de l'émulation. D'accord, Bref, ok. monde complexe. Monde complexe. Alors, un petit quirk sympa de quelqu'un qui a remonté ce bug-là. GCT qui, pour de l'ARM 64, donc l'arche qui est le plus en train de monter, les iPhones, les Android, de plus en plus de serveurs, les Mac maintenant et d'autres PC Linux, ça viendra, je pense. Donc c'est déjà là, mais pas encore dans le hardware grand public. F-Stack Protector, donc l'ajout de Stack Canary, qui est un flag souvent mis par défaut. Donc là, c'est comme si on disait, tous les programmes qui ont été compilés pour protéger les stacks avec des stacks Canary ne sont pas protégés. Bon, en vrai, c'est un peu plus précis que ça. C'est quand on appelle une fonction particulière sur ARM jusqu'à la version 5.4.0 de GCC, et ça marchait pas parce que la manière dont étaient positionnés les registres, les link registers, les sauvegardes de frames, les choses comme ça, c'était pas dans le bon ordre. Donc en fait, ils ont fait un petit programme. Ils l'ont compilé avec tous les flags de protection all et ils ont montré qu'en fait, si on avait une vraie alloc, c'était alloc on a dit? Non, c'était pas que alloc, c'est alloca. Alloc array, du coup, I guess. Ouais. Donc, dynamic allocation sont juste susceptibles de faire des dépassements de mémoire que les variables locales. En particulier, il y a même plus de chances qu'elles le font parce que c'est quasiment tout le temps des arrays. Donc en gros, dès que vous avez des alloca, quasiment sûr que ça va foutre la bordel parce que ce sera toujours des arrays derrière. Et alloca fait un peu de code supplémentaire pour détecter les buffer overflow. Donc là, on paye l'overhead, mais vu que le layout était mal placé, on était avant le truc qui se fait écraser. Donc s'il se faisait écraser, on détectait pas grand-chose, ce qui est dommage. Donc voilà, coup dur, rotate de toolchain. En soi, il y a plein d'autres mitigations. Genre, t'es censé faire du pas str copy, mais strn copy, pas fread, mais fread n ou des trucs comme ça. Enfin, en tout cas, spécifier une taille. En tout cas, bien gérer tes buffers. Mais là, en l'occurrence, tu vois, il fait un petit coup de QEMU arch parce que c'est quelqu'un qui était Swiss 86. Et juste en lançant son programme, il montre que paf, ça peut être une belle stack trace, contrôle de IP direct, etc. Smash. Donc voilà, sympathique comme petit fait divers, je trouve. C'est juste perdu, quoi. C'est dommage, petite implème ratée. Je pensais pas qu'on trouverait des CVE sur un stack Canary en 2023 sur GCC. L'implème est tellement compliqué. Des fois, tu peux avoir un autre plugin, une autre mitigation qui va tirer dans les pattes de la première. Et on avait MDOS qui nous disait donc, sous Android, il me semble que Frida utilise ptrace pour s'attacher au process, mais j'ai pas touché depuis longtemps. Oui et non. Justement, ce qu'on disait, c'est que si tu utilises Objection pour prendre ton APK, le dézipper, le dézip aligné, prendre tes sources, patcher le bytecode, Smally ou Java, bytecode ou le code, pour rajouter ton code Objection et derrière recompiler, repacker, rezip aligner et rebalancer ton truc. Là, t'as pas de ptrace parce que ton code il est déjà dedans. T'as déjà ton thread qui commence. En revanche, si tu fais, si ton téléphone il est routé et que tu fais ADB connect, ADB devices pour que ça se connecte, puis je l'ai plus. Non, après c'est directement une fonction, c'est objection qui va directement demander à ton Frida, demander à ADB d'aller redémarrer en route, puis à demander à ADB de mettre un tunnel pour pouvoir aller exposer la bonne socket et ptrace le truc. Si ton appli lance déjà, ça va la ptrace. Si ton appli, tu instrumentes l'APK, ça va pas la ptrace. En tout cas, pas au lancement. Le reste dépend. Alors, on va conclure cette soirée avec une petite histoire sur libwebp pour le web. Une zero day qui est passée il y a quelques temps. Et il y a deux trucs assez chouettes. On va pas trop parler sur la partie drama, parce que pour le... Ok, on va en parler, d'accord. Ok. Il y a iOS, en tout cas Apple, qui ont patché une faille sur l'IP. Google, très peu de temps après, des noms de CVE différents, un overlap sur les patchs très similaires, mais les deux l'ont patché dans leur coin.
Ils l'ont remonté à la lib, mais pas forcément aussitôt qu'il aurait fallu. Donc quand ils ont commencé à patcher leur browser, qui est certes une surface d'attaque énorme, le monde s'est retrouvé le cul à poil. Voilà, on va dire avec les vrais mots, le cul à l'air. Et donc il y a eu pas mal de dramas, de choses qui se sont fait casser, en particulier des browsers, hein, que ce soit headless ou non. Et en l'occurrence c'était un out of bound write. Et là c'est donc, faut que je reprenne le pseudo, Ben Hawks, qui refait de l'explication de ce qui a été trouvé. Et pareil, il paye crédit à Mitsimont-Cop, qui, je suis un peu ce qu'il fait maintenant, de deux gars relativement solides. Et donc il explique tout le détail qui a été mis pour reverse un peu le patch, pour voir qu'est-ce que ça contient. Et donc out of bound write sur build Huffman table. Ça implique beaucoup de choses. Out of bound write, super, ça veut dire qu'on arrive à écrire à un endroit qui nous appartient après un buffer, ok. Huffman, c'est de l'encoding, c'est un peu ce qu'il y a dans les zips, en tout cas à ma connaissance. C'est le fait de faire des arbres pondérés avec des 1 et des 0 et dire tiens, ça c'est présent, rollback à tel endroit, et arriver à reconstruire un fichier entier en passant plein de fois dans un arbre pondéré. C'est chez Perl, mais en vrai, regardez la page Wikipédia de Huffman encoding, c'est assez stylé. Sauf que là, ils expliquent que dans le WebP, ils ont une table qui permet de compresser l'information. Une table qui permet, en fait, pour cet algo, soit on encode, en fait, quand on va encoder quelque chose, même pour toute la théorie de l'information, soit on va avoir beaucoup de données qui s'auto-décrivent, on va dire, soit on va avoir très peu de données, mais c'est l'outil qui va compresser et décompresser, qui, eux, vont avoir besoin d'une énorme base de connaissances pour savoir comment traiter le peu d'informations, mais l'expanser. Si vous prenez ça d'une manière différente, là on a des dictionnaires dans nos vies, on a tous un mot. Enfin, il y a plein de mots, je veux dire. Mais si je te dis bonjour, bah, tu sais que c'est le mot bonjour. Et tu as besoin d'avoir, on va dire, 1 million de mots pour reconnaître le mot. Si on acceptait que tu aies une table de 1 million x 1 million, donc beaucoup plus coûteux, ça veut dire que tu aurais tous les couples de 2 mots. Donc je pourrais te dire fait et fait, pour toi ça voudrait dire 2 tokens. Donc la même impulsion que je te donne aurait 2 fois plus de contenu en information, parce que ta table qui contient l'information pour compresser, décompresser ou encoder, décoder, contient puissance 2 d'information. Donc il y a moyen d'optimiser pour pas que ce soit des puissances. Là c'est un exemple éclaté que j'ai donné, mais soit l'information se l'écrit, soit elle est concise, mais les encodeurs décodeurs doivent contenir l'information nécessaire pour expand ou compresse l'information. Là, ils ont voulu faire un gros bordel. Ils ont dit, ah, c'est compliqué, on va faire un mix des deux. On va prendre le Huffman pour compresser la table qui contient la donnée, mais on va aussi prendre Huffman pour compresser un bout de la table qui va servir à mieux décompresser plus tard. En gros, ils ont fait un petit zip classique, un petit Huffman classique pour dire, ça, c'est notre table qui va servir à décompresser. Donc on utilise le Huffman classique pour décompresser une première table, et la première table qui va être donc plus gros, qui va nous permettre de décompresser le deuxième Huffman qui contient les données de l'image, lui, une fois qu'elle aura été expand, ce sera un gros truc qui pourra décrire beaucoup d'informations, enfin peu d'informations en beaucoup de données, parce qu'elle a beaucoup de savoir. Negative IQ Viewer, bienvenue. C'est vraiment le pire, c'est l'un des trucs les plus compliqués à expliquer pour ce moment-là. Anyway. Voilà, ça s'appelle, pour le WebP, ça s'appelle le VP8L, c'est du lossless, mais c'est une espèce de double compression sur le contenu, mais aussi il compresse une partie de l'algorithme de compression. C'est génial. Et donc ils expliquent que arriver à trouver le bug, le pourquoi du comment, ça s'est fait mais c'était compliqué. Ensuite ils ont dû, donc je scroll, ils ont fait un setup, ok, ils ont réussi à trigger le crash, mais ils ont commencé à dire voilà, ça c'est un arbre normal. Ça, c'est l'arbre dégueulasse qu'on a été contraint de générer. Zoomer un peu. Qu'on a été contraint de générer pour que ça crée une table Huffman un peu trop grosse qui prenne l'emplacement maximum donné à la table d'Huffman pour que quand on commence à décompresser, le reste de l'image soit mal décompressé et aille écraser plus loin dans les buffers de gestion des images. Et ouais, voilà, ils sont partis vraiment très loin pour crafter un arbre. Et le truc, c'est qu'ils disent, mais ils font l'étude des maths, ils disent, mais il n'y a pas d'arbre correct qui ait cette propriété.
ah mais attends, si on fait un premier bout de compression de l'algo correct pour en faire un deuxième qui soit biaisé, c'est des malades. C'est des malades. En vrai, ça vaut l'exploit Pegasus qu'il y avait eu sur la Redstone dans le XOR des images GIF d'une image à l'autre. Là, c'est du pur génie aussi. Et ils expliquent que concrètement, la lib Huffman avait été fuzzée sacrément fortement. Sauf que là, la manière de générer ce genre de choses, c'est pas avec du fuzzing qu'on le chope, même en guided. Genre, faut vraiment vouloir, faut vraiment le chercher. Et ils expliquent ce qui, à mon sens, fait beaucoup de sens. En tout cas, c'est la conclusion que j'aurais eue. Que, comme pour un autre bug qu'il y avait, oui, ils ont augmenté les algos de fuzzing, ils ont augmenté les corpus, ils ont augmenté les outils qui permettent de générer des arbres de Huffman valides pour pouvoir fuzzer ces parties-là aussi. Mais malgré ça, on le retrouve pas parce que c'est violent. Donc en fait, pour trouver... Voilà, on reprend ça. Good news, Citizen Lab, c'est des génies et ils font du reverse de malade et ils catchent des exploits top tier. Complètement vrai. Bad news, on n'a pas la moindre idée d'à quel point ce genre d'exploit est répandu en fait, et je pense que c'est vrai aussi. La good news, c'est que les vendeurs font en sorte de corriger ça comme il faut. Ils font ce qu'ils peuvent, mais vraiment, elle a fait drama celle-là parce que le processus de disclosure s'est pas franchement passé comme il aurait dû. Android est sûrement encore affecté, et sûrement pas mal d'autres devices, pas mal d'autres projets, pas mal d'autres libs. Le bug, a priori, a été patché de la bonne manière, mais ce qu'ils expliquaient, c'est que le patch a l'air de corriger la faille de manière fiable, mais c'est un peu un hasard que ça marche, parce qu'ils ne patchent pas le bug, mais ils patchent un truc qui détecte le bug plus loin. Et bad news, la last, c'est que un fuzzer aura vraiment forever du mal à détecter ça. Donc ça a été trouvé de manière très très probable par de la lecture de code assez intensive pour dire on a des buffers, la taille est mal checkée, la taille vient d'où? De Huffman, la taille de Huffman vient du premier Huffman, celle du premier Huffman vient du Huffman 0. Super, ça va être horrible. Et en fait, ils ont derrière reverse engineer et vraiment ils se sont cassés le crâne pour arriver à trouver un moyen de quand même trigger ça et l'exploiter. Donc c'est du génie, c'est jamais que le POC du crash, parce que derrière il y a encore toute la bypass, tous les bypass de pointeurs sciés, tous les bypass de hardening, de canary, de ce que vous voulez. Là, c'est juste toute cette violence pour écraser un byte. Voilà. Mais ils ont réussi à poker et le reste, il faut juste plus de gens pour se casser le crâne pour la sandbox, puis pour le exploit, puis pour la sandbox, puis pour la container escape, puis pour la route LPE, puis pour la hypervisor escape. Et ensuite c'est bon, vous êtes Dieu. Voilà. Allez, rechangement de scène. Clairement, ce dernier article est celui de Sonar Source. M'ont cassé le crâne. Les deux plus légers. Ouais, les deux plus légers, clairement. Assez velus. Bref, petit mot de la fin. Très cher. Petit mot de la fin. Joyeux Halloween. En un mot, ouais, joyeux Halloween. Faites-vous peur. Oh. Faites-vous peur, mais pas sur votre prod. Ou alors pas le lundi matin. Ni le vendredi soir. Ni le vendredi soir. Ça dépend. Le mardi matin, si tu réalises le ah mon dieu, putain, il s'est passé ça. Et le vendredi soir, faut juste pas faire ça. Anyway, 2h tout pile. Le timing était assez incroyable. Passé une très bonne soirée. Un bon Halloween, même si on n'a pas fait un truc ultra thématique. Dry a fait l'effort. Moi, je voulais faire des tests, mais j'ai une caméra qui se rebelle et fait de la lumière adaptative, donc quoi que je fasse, ça rend moche, donc j'ai give up. Montre un peu. Non, c'est moche, c'est juste moche en vrai, c'est juste moche. Passez une très bonne soirée, pas de stream la semaine prochaine parce que je suis en Roumanie pour donner un talk à GoTech qui sera, j'espère, rediffusé, mais en vrai, je suis pas sûr. Donc semaine prochaine, GoTech, et semaine d'après, j'essaie de faire un stream, mais pas sûr. Gruac, on se capte à la Gruac. Des bisous tous. Ciao.